Bienvenue sur cette capsule de Allo Prof qui a pour sujet les expériences aléatoires composées en probabilité. Afin de bien comprendre les diverses étapes des démarches de cette capsule, il est important de maîtriser certaines notions. Dans un premier temps, être capable de construire et de calculer une probabilité en fonction de la mise en situation et des éléments qui nous sont donnés. Ensuite, comprendre la définition et l'utilisation du terme et qui est parfois utilisé dans les contextes de probabilité. Être à l'aise avec les diverses représentations de l'univers des résultats possibles, tout simplement pour nous permettre de bien dénombrer ou de bien énumérer chacune des possibilités pour ensuite construire notre probabilité. Et finalement, savoir comment utiliser les concepts de permutation, d'arrangement et de combinaison afin de bien dénombrer le nombre total de possibilités. Donc ici, on va faire quelques exemples afin de bien différencier tout ça. Mais avant, la définition d'une expérience aléatoire composée. En fait, on dit qu'elle est composée parce que c'est une expérience à deux tirages ou plus. Donc, aussitôt qu'on fait deux tirages, donc qu'on tire deux éléments ou qu'on choisit plus que deux éléments ou plus au hasard, ça devient une expérience aléatoire composée. Ce qui est sous-entendu, c'est que parfois, les résultats vont être avec ou sans ordre, c'est-à-dire que la disposition des éléments dans le résultat final va avoir un impact ou non, et qu'il va être avec ou sans remise. Donc, c'est-à-dire que la boule ou le numéro ou la couleur qu'on a pigé, s'il est possible, si on la remet dans nos choix ou si on l'enlève, ce qui va avoir pour effet d'influencer notre nombre de résultats possibles. Donc, ici, on va analyser chacune des compositions, soit le avec ordre et avec remise, avec ordre sans remise, sans ordre avec remise et sans ordre sans remise. Dans un premier temps, on a cet exemple. Donc, on dépose 4 billes rouges, 3 billes bleues et 5 billes vertes dans un sac et on tire successivement et sans remise 2 billes au hasard. Quelle est la probabilité de piger une rouge suivie d'une verte? Donc, ici, l'ordre a de l'importance puisque c'est bien mentionné qu'on veut une rouge en premier et que c'est suivi d'une verte. Et c'est sans remise, comme mentionné dans la mise en situation. Pour nous aider à bien illustrer tout ça, on va utiliser le diagramme en arbre, comme présenté ici. Et quand on l'analyse, étant donné que c'est sans remise, eh bien, lors de notre premier tirage, on a 12 billes qui sont à notre disposition, donc 4 plus 3 plus 5. Et lors de notre deuxième tirage, il va en rester 11, étant donné que c'est sans remise. Si on regarde les différentes possibilités pour chacune des couleurs, lors du premier tirage, on a 4 rouges, 3 bleus et 5 vertes. Alors que lors de notre deuxième tirage, eh bien, ça va dépendre où on se trouve dans notre arbre des probabilités. Étant donné que c'est sans remise, eh bien, si on tire une rouge en premier, et qu'on tire encore une rouge en deuxième, eh bien notre quantité de billes rouges va passer de 4 à 3, étant donné que la bille rouge qu'on a pigée au début ne sera pas remise dans le sac. Donc c'est pour ça qu'on passe de 4 à 3. Ça va influencer les probabilités, comme on va voir plus tard. Par contre, au niveau de la bleue et de la verte, eh bien, les quantités n'auront pas changé puisque c'est une rouge qui a été pigée au début et non une bleue ou une verte. Et même principe là, pour les autres branches, là, dans le fond, au niveau du deuxième tirage, c'est juste de faire attention au niveau du nombre total de billes en se rappelant que celle qui est pigée lors du premier tirage n'est pas remise pour le deuxième tirage. Si on veut calculer la probabilité de piger une rouge et une verte, donc le suivi de peut être remplacé par le mot et. Et ici, on le remplace par le mot et parce que quand on a ce petit mot-là en probabilité, ça fait référence à la multiplication de chacune des probabilités. Ce qui fait que pigeon rouge, mais c'est 4 sur 12, comme illustré dans le diagramme en arbre juste à côté. Et la probabilité de pigeon verte en deuxième, c'est 5 sur 11, toujours comme on le voit là, dans le diagramme en arbre. Et quand on multiplie ces deux probabilités-là ensemble, ça nous donne notre probabilité recherchée, qui est de 20 sur 132, ou quand on réduit, là, qui nous donne 5 sur 33. Où il faut faire attention, c'est que le mot et n'a pas la même signification quand on travaille dans une expérience aléatoire composée, une expérience aléatoire simple. Ici, c'était composé parce qu'on avait deux tirages, donc le et, ça manifestait par une multiplication. Or, quand on fait un exemple où c'est un seul tirage et qu'on utilise le mot et, on va en faire un vite vite ensemble, question de bien voir la différence entre les deux. Donc, voici le détail des inscriptions sportives dans une école de 300 élèves. Si on choisit un élève au hasard, quelle est la probabilité qu'il soit inscrit en basketball, donc le cercle rouge, et en natation?
Donc, on voit ici que le mot et est toujours présent. Or, étant donné que c'est un seul tirage qu'on effectue, eh bien, on va regarder où se retrouvent nos résultats possibles dans notre diagramme de Venn. Donc, notre probabilité, encore une fois, c'est le nombre de cas favorables sur le nombre de cas possibles. Mais ici, mes nombres de cas favorables font référence aux élèves qui sont inscrits en basketball et en natation, donc sont inscrits dans les deux activités en même temps. Et dans le diagramme de Venn, c'est représenté par l'intersection de ces deux cercles-là. La quantité qu'il y a à l'intérieur de cette intersection, c'est 45, ce qui représente mon numérateur. Et mon nombre de cas possibles, c'est 300, soit tous les élèves qui sont à l'école. Et quand on simplifie la probabilité, mais ça donne 3 sur 20. Donc, c'est là la différence entre l'utilisation du mot et dans une expérience aléatoire simple, où ça représente l'intersection, alors que dans une expérience aléatoire composée, le et représente une multiplication de probabilité. Ceci étant dit, on va poursuivre avec un exemple sur les expériences aléatoires composées. Donc, une compagnie qui vend des friandises distribue son produit en paquets de 3. Pour construire ces paquets, une machine choisit au hasard les bonbons parmi les 8 couleurs disponibles. Quelle est la probabilité qu'un paquet contienne un bonbon vert, un bonbon jaune et un bonbon mauve, et ce, peu importe l'ordre? Donc, ici, encore une fois, l'ordre n'a pas d'importance, donc on va dire que c'est sans ordre, étant donné que c'est mentionné dans la question. Et on peut prendre pour acquis que c'est avec remise, étant donné qu'il serait possible que, par hasard, la machine choisisse trois bonbons de la même couleur pour mettre dans un même paquet. Donc, ici, on parle de sans ordre et avec remise. Si on veut notre probabilité, on va parler ici de combinaison. En effet, on est sans ordre et avec remise, et on utilise juste une partie de tout l'univers des possibles. Donc, j'ai 8 couleurs au total, mais j'en veux juste 3 parmi les 8. Donc, ça, c'est les caractéristiques d'une combinaison en tant que telle. Alors que mon nombre de cas favorables, je m'intéresse juste à un cas, soit celui d'avoir un vert, un jaune et un mauve dans un même paquet. Donc, en fait, pour calculer ma probabilité, il me suffit juste de déterminer le dénominateur, qui est le nombre total de combinaisons selon cette situation-là. Étant donné que je suis avec remise, la formule qu'on peut appliquer pour dénombrer le nombre total de combinaisons est la suivante. Donc, n plus k moins 1 factoriel sur k factoriel fois n moins 1 factoriel. En guise de rappel, le k fait référence au nombre d'éléments choisis. Ici, les nombres d'éléments choisis, c'est 3, parce que chaque paquet contient 3 bonbons. Alors que le n fait référence au nombre total d'éléments parmi lesquels je peux choisir. Et ici, j'ai 8 couleurs de disponibles, donc mon n vaut 8. Quand on remplace le n par 8 et le k par 3 et qu'on fait le calcul de tout ça, ça nous donne un total de 120 combinaisons. Donc ma probabilité va être 1 sur 120. Quatrième exemple, pour le tirage d'une loterie maison, 4 bouliers contiennent des boules numérotées de 0 à 20. En sachant que l'ordre des numéros tirés est important, quelle est la probabilité d'avoir le numéro gagnant si on achète 5 coupons de tirage différents? Donc ici, on fait affaire avec une situation dont l'ordre est important et c'est avec remise, étant donné que chaque boulier, en fait, là, il serait possible de tirer 4 fois le nombre 12. Donc, c'est pour ça qu'on peut parler de avec remise. Au niveau du calcul de la probabilité, on part toujours du même principe de fraction. Pour ce qui est du nombre de cas favorables, eh bien, chacune, chacun des numéros gagnants est en fait composé de une boule tirée de chacun des quatre bouliers. Donc, dans chacun des quatre bouliers, il y a une boule qui va nous permettre d'identifier notre numéro gagnant. Donc, c'est pour ça qu'il y a une boule dans mon premier boulier qui va être la gagnante, une dans mon deuxième qui va être la gagnante, une dans mon troisième, une dans le quatrième. Donc, c'est pour ça que je fais 1 fois 1 fois 1 fois 1. Et le tout multiplié par 5, étant donné qu'on achète 5 coupons. Donc, ça, c'est pour mon numérateur. Au niveau de mon dénominateur, je veux le nombre de cas possibles. Dans chacun des bouliers, il y a 21 boules, puisqu'elles sont numérotées de 0 à 20, ce qui me fait un total de 21 possibilités. Donc, j'ai 21 possibilités pour le premier boulier, 21 pour le deuxième, 21 pour le troisième, 21 pour le quatrième. Et quand on multiplie tout ça ensemble, eh bien, ça va me donner mon nombre total de possibilités, qui, dans le cas ici, là, on parle d'arrangement. Alors, ça me fait une probabilité de gagner avec mes 5 coupons de 5 sur 194 481.
Donc, c'est ma probabilité de gagner si le tirage est effectué de cette façon. Et finalement, un dernier exemple, pour déterminer la combinaison gagnante de la fameuse loterie canadienne qui est le 649, un boulier tire successivement et sans remise un total de 6 boules parmi les 49 qui sont numérotées de 1 à 49. En achetant un billet, quelle est la probabilité de gagner le gros lot? Donc ici, on identifie que c'est une combinaison qu'on recherche et cette combinaison-là, elle est sans remise, comme c'est mentionné dans le problème. Donc, si on veut déterminer la probabilité de gagner, qui est encore une fois qu'on peut exprimer sous la forme d'une fraction, c'est mon nombre total de combinaisons possibles dans cette situation-là au niveau du dénominateur. Et au niveau du numérateur, eh bien, il y a juste une combinaison gagnante là, qui va repartir avec le gros lot. Mon nombre total de combinaisons, étant donné qu'ici, je suis sans remise, eh bien, se calcule sous la forme du nombre d'arrangements divisé par le nombre de permutations d'un arrangement. Mon nombre d'arrangements est en fait le nombre de façons différentes que je peux avoir là, avec mes 6 tirages, avec mes boules de 1 à 49. Donc, j'ai 49 possibilités pour le premier tirage, 48 pour le deuxième tirage, étant donné que c'est sans remise, et je continue ainsi de suite jusqu'au sixième tirage pour lequel je vais avoir 44 possibilités différentes. Pour ce qui est de mon dénominateur, donc mon nombre de permutations d'un arrangement, eh bien, chacun de mes nombres tirés, chacune de mes boules tirées a un numéro qui est important. Mais ce numéro-là, il peut être placé n'importe où dans ma combinaison et l'ordre n'a pas d'importance. Donc, c'est pour ça que parmi les 6 numéros gagnants, ben, j'ai 6 choix pour le premier qui va être tiré. J'en ai 5 pour le deuxième, 4 pour le troisième, et ainsi de suite jusqu'au sixième. Et on multiplie tout ça pour avoir mon nombre total de combinaisons qui me donne 13 983 816. Ce qui veut dire que ma probabilité de gagner en achetant un billet de 6,49 est de 1 sur 13 983 816. Et voilà ce qui conclut cette capsule sur les expériences aléatoires composées. Si vous avez besoin de plus d'informations, vous pouvez consulter notre bibliothèque virtuelle.